camarades qui sont ici pour le Front des luttes et surtout sur l'aspect qu'évidemment nous sommes vraiment de toutes les résistances, mais ce qu'on aussi c'est gagner des combats politiques, notamment pour justement gagner à la fois des rapports de force, mais aussi une alternative, une perspective politique, notamment sur les questions d'emploi et de droits nouveaux. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots par rapport à notre travail, notamment en lien avec les luttes? Merci Eric. Donc le Front des luttes, il faut expliquer ce que c'est. Le Front des luttes, c'est un comité de travail collectif du Front de gauche où participent toutes les composantes du Front de gauche. Et l'an dernier, nous avons créé ce qu'on a appelé un atelier. L'an dernier, nous avons créé un atelier législatif. Pardon ? Toutes les composantes du Front de gauche. L'an dernier, nous avons créé ce que nous avons appelé un atelier législatif où participaient les composantes du Front de gauche. Bon, vous les connaissez toutes, il y en a 7, 8, 9. Il participaient les syndicats concernés par des entreprises, par des licenciements. Les entreprises, il y avait Sanofi, il y avait la métallurgie, il y avait Arcelor. Participaient également des avocats du droit du travail et nous avons élaboré un projet de loi contre le licenciement sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Alors, vous savez qu'il y a un an, à la même époque, on était dans une situation, la rentrée sociale était dominée par ces batailles contre le licenciement. Il y avait la fermeture de PSA Aulnay, la bataille du salon de l'auto, il y avait Sanofi, le centre de recherche, il y avait les Petroplus, il y avait Arcelor, plus tard, qui ont mis en avant la question de la nationalisation. Il y avait les Fralib, qui duraient depuis un certain temps, avec la mise en avant de solutions alternatives, en particulier la question des coopératives ouvrières. Et aujourd'hui, c'est plutôt d'autres questions qui sont devant de la scène là en ce moment, les retraites, le chômage de masse, dû à une politique d'austérité qui saigne l'économie. Bon, mais en même temps, comme ça vient d'être dit, de manière plus souterraine, moins en avant, il y a les premiers effets de la loi dite de sécurisation de l'emploi, avec notamment, qui est une honte par rapport à un gouvernement de gauche, et notamment ce qui se passe chez PSA, donc je pense que vous aurez l'occasion d'y revenir, où l'accord de compétitivité emploi chez PSA, en ce moment même, il y a des négociations qui sont imposées par le patronat et qui visent en fait à liquider une série d'acquis sociaux. Si bien que le patron chez PSA, il a le double gain. D'une part, il réussit à fermer une usine et en même temps, grâce à la loi de sécurisation, dite de sécurisation de l'emploi, en plus de fermer une usine, il liquide pour tous les autres salariés, il veut liquider tous les acquis sociaux, mobilité, heures supplémentaires, payer, le gel des salaires, etc., etc. Et il y a cette lueur d'espoir, en effet, qui est issue du jugement qui vient d'être rendu sur Continental, qui est très important, parce que ce jugement, en fait, il donne raison, d'un certain point de vue, à quelques articles de la proposition de loi que le Front de gauche avait déposé le 16 mai dernier à l'Assemblée nationale. Alors cette proposition de loi, je vais vous en donner quelques éléments très rapidement. L'article 1 refusait d'autoriser, sous prétexte de compétitivité, de licencier dans n'importe quelle condition. Il restreignait de manière importante la possibilité. L'article 2, c'était le fameux article qui interdisait les licenciements strictement boursiers. Mais il y a surtout l'article 4, et là on rentre bien dans la situation qu'ont vécu les camarades de Continental. L'article 4 introduisait, s'il avait été voté, la possibilité de juger sur le fond, le bien fondé ou pas, les motifs réels ou sérieux de licenciement avant que le plan de licenciement entre en application. Il permettait de saisir le juge de fond pour dire oui, il y a un motif réel ou sérieux, ou bien il n'y a pas un motif réel et sérieux, et ce licenciement est bloqué. Alors qu'aujourd'hui, on peut éventuellement, mais très longtemps après ce qui s'est passé pour les prud'hommes et ce qui s'est déjà passé dans
beaucoup d'autres cas un peu similaires. On peut éventuellement dire que ce licenciement n'était pas justifié, mais déjà les licenciements ont eu lieu. Si bien qu'il y a, les peines ont été prononcées. Il y a des erreurs de justice permanentes sur les licenciements, mais les erreurs de justice sont réparées après que les peines ont été imposées aux salariés, ce qui est effectivement scandaleux. Donc cet article de ce projet de loi permettait l'introduction d'une décision rapide avant que les licenciements interviennent et que les salariés se retrouvent dehors, comme c'est le cas pour Continental, dans des situations de détresse absolue. Donc, plus que jamais, cette question du jugement en amont, et non pas après coup, doit être remise à l'ordre du jour. Mais notre proposition de loi reste, alors je vais terminer là-dessus, reste incomplète. Nous l'avons nous-mêmes jugée incomplète et nous aurions bien besoin d'essayer de discuter avec des avocats, avec les délégués des salariés, sur d'autres questions pour essayer de la compléter. La première question sur laquelle nous pensions que c'était incomplet, c'est la question suivante. Vous savez que les syndicats, notamment la CGT, disent droit de veto des institutions du personnel, des salariés, des délégués contre les plans de licenciement. Donc, comment traduire ce droit de veto en pratique? Comment le traduire sur le plan juridique? Ça, c'est une question sur laquelle on a un peu buté parce qu'il y a des divergences, y compris parmi les inspecteurs du travail, parmi parfois certains syndicalistes. Comment traduire ce droit de veto des salariés en procédure précise? Parce qu'une fois qu'on a dit « je mets mon veto », qu'est-ce qui se passe? Il faut bien aller plus loin pour essayer de dire « trouvons des solutions alternatives, ayons des dispositifs d'institutions pour dire voilà comment maintenant on va trouver ensemble des solutions alternatives et les opposer au plan du patron. Des contre-projets, l'économie sociale et solidaire, des coopératives, des contre-projets différents, comme ça a été le cas, y compris le plan B qui avait commencé à mettre en avant les camarades de PSA Aulnay, comment l'imposer. Donc ça, c'est une première question sur laquelle il serait intéressant d'avoir, disons, des compléments, une discussion collective avec les syndicalistes, avec les avocats et avec les salariés.